Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un big book haul. Il est vraiment énorme, donc servez-vous quelque chose à boire, à manger, je ne sais pas, parce que ça va durer, ça va durer très très longtemps. Et c'est une vidéo dédiée spéciale à Virginia C. Andrews. Comme je vous ai déjà dit, je voulais absolument compléter toutes les sagas d'elle. Pour l'instant j'en suis qu'à moitié je pense, non un peu plus qu'à moitié, parce que il y en a beaucoup quoi. Donc j'ai pas pu tout acheter et tout ce que j'ai acheté je vais vous présenter aujourd'hui même tout de suite. Désolée, je suis toute rouge parce que c'est la fatigue. Je vais me faire couler un bain tout à l'heure, je n'en peux plus. Je suis trop crevée. La journée était très mouvementée et pas que la journée, toute la semaine et la semaine à venir ça sera la même. Bref. On va commencer, je ne sais pas, on va un petit peu jongler d'une saga à l'autre. Il y a sûrement déjà des livres que je vous ai présentés dans des vidéos précédentes, puisque là je les retrouve pas, je ne sais même pas où je les ai rangés. Peut-être que je ferai des doublons, et il y en a que j'ai quand même retirés pour ne pas en faire des doublons, parce qu'il me semble que j'en ai parlé, par exemple Aurore et Ruby. Peut-être qu'Aurore, elle va revenir encore, donc on va voir. On va commencer par la saga la plus petite que j'ai, c'est Les Jumeaux. Il y a seulement 3 tomes, il me semble. C'est ça. Donc ici on va retrouver Céleste. Je vais à chaque fois vous lire la 4e de couverture et je vais vous parler d'une des sagas que j'ai déjà entamée et ce que j'en pense à peu près. Parce que honnêtement, même que ça soit un peu tordu dans son esprit, ces secrets de famille, c'est un peu pervers par moment. Mais j'avais envie quand même de découvrir d'autres sagas et me faire un avis lorsque j'aurai découvert la totalité de ce qu'elle a écrit. Et là, je me dirais, oui, en fait, non, c'est pas du tout mon autrice. Ou oui, franchement, c'est sympa. Mais c'est vrai qu'elle écrit très très bien. Après, les sujets peuvent être parfois un peu malsains. Voilà. Donc, on va commencer avec saga des Les Jumeaux. Et le premier tome, c'est Céleste. J'essaie de trouver les livres à peu près dans le même style. Donc tout ça, ça vient de Vinted. Il y avait plusieurs colis. C'est pour ça que vous me voyez aller chercher tout le temps les colis dans mes vlogs. Parce que tout simplement, ça arrivait de différentes personnes à chaque fois. J'ai un petit marque-page dedans. Il est en très bon état. Je ne sais pas ce que c'est comme édition. France Loisirs, voilà. Et donc ici, nous avons 534 pages. Donc c'est un petit pavé. Vous avez ici un petit extrait du livre. Donc je ne me rappelle pas exactement quand. Pour la première fois, nous vîmes notre mère s'interrompre dans ses occupations, scruter la nuit au dehors, hocher la tête en souriant et murmurer à quelqu'un d'invisible « Je comprends. Oui, merci. » Mais chaque fois que cela lui arrivait, j'éprouvais une excitation étrange. Derrière donc la jaquette, ce sont des livres tout simplement noirs. Voilà, très sobre. 4e. Maintenant que l'esprit de Lionel est en toi, tu finiras par devenir ce que Lionel serait devenu. Les jumeaux, Céleste et Lionel, ne sont pas comme les autres. Ils appartiennent à une famille où l'on communique avec les esprits. Leur mère affirme que leur père n'y croit pas. Celui-ci disparaît dans un accident. Un autre emporte Lionel. Et si vraiment les esprits des ancêtres intervenaient dans leur destin? Pour Céleste, le pire est encore à venir. Sa mère l'a contraint à perdre son identité pour adopter celle de Lionel. Dépossédée de son être, totalement sous influence, elle va courir le risque de tout perdre. Traduit de l'américain par Françoise Jamoul. Ça me donne envie cette saga. Ensuite, tome 2, Les Jumeaux, donc Le Chat Noir. Pareil, je pense qu'on est à peu près au même nombre de pages. Ça me paraît aussi assez gros. Pas loin de 500 pages. On a encore un extrait ici. Je n'ai jamais douté que le jour où Monsieur Calon, l'associé de papa, vint nous annoncer sa mort, maman connaissait déjà l'affreuse nouvelle. Un peu plus tôt ce jour-là, elle s'était évanouie. Et elle était restée assez longtemps sans connaissance pour nous causer une grande frayeur à tous les deux. Mon frère Lionel et moi. Plus tard, elle me confia que le fantôme d'un chat, aussi noir que la mort elle-même, lui avait traversé le cœur. 4e. Je n'avais pas su protéger mon frère. C'était donc moi qui aurais dû être morte et enterrée. Telle une magicienne agitant sa baguette, elle, maman, m'avait transformée en Lionel. Depuis la mort de son jumeau, Lionel, Céleste, n'a plus le droit d'être elle-même. Sa mère, Sarah, qui se croit inspirée par les esprits, l'a fait passer pour morte et contrainte à endosser la personnalité de son frère, l'enfant qu'elle préférait.
Pourtant, elle désire ardemment être femme. Dans le plus grand secret, elle a mis au monde bébé Céleste. Jusqu'au jour où, guidée par les esprits, Sarah conçoit un plan machiavélique pour peut-être procurer à l'enfant une vie normale. Toujours traduit par la même traductrice. Et enfin, le tome 3, l'enfant de la pénombre. Et pareil, on doit être aussi à 500 pages, un truc comme ça. Ouais, un peu plus de 500 pages. Extrait. Extrait du journal de bébé Céleste. Et il y a longtemps de cela, quand j'étais en thérapie pédiatrique, mon médecin m'a demandé d'écrire tout ce que je pensais, tout ce que je voyais et aussi tout ce que je croyais qu'il m'arrivait et m'était arrivé. C'est une chose que je n'ai jamais cessé de faire. C'était comme si j'avais peur que tout cela n'était qu'un rêve et que le seul moyen de prouver le contraire était de le noter afin de le relire plus tard. Alors je pourrais me dire, tu vois, c'est vraiment arrivé. Tout cela est vraiment arrivé. Et donc la quatrième, intelligente, belle et douée d'une sagesse inouïe. Céleste est maintenant élevée dans un orphelinat. Elle ignore presque tout de la véritable histoire de sa famille et de ce qui est devenu sa mère. À 17 ans, elle est adoptée par Amy et Wade Emerson, un couple jeune et riche qui semble être en apparence le foyer idéal. Mais la relation entre les Emerson ainsi que leur style de vie deviennent vite une énigme pour Céleste qui sent le danger rôder. Guidée par le souvenir de sa famille d'origine, la jeune fille va tenter d'échapper à un terrible piège. Waouh! Des vrais secrets de famille quand même. Hein, et un peu de fantastique, on dirait. Hein. Ensuite, je ne sais pas si, parce que j'ai aussi Les Orphelines, je crois, la saga qui s'appelle Les Orphelines, je ne sais plus. Mais je vais continuer avec les gros livres à les brocher, enfin les relier, pour que je puisse enlever ce carton de mes genoux. Ensuite, j'ai une autre saga, j'ai acheté tout ça chez la même personne, sauf que là, elle n'en avait pas la suite. Il y en a 5, il me semble, donc il faut que j'en trouve les 3 suivants. Pour l'instant, j'ai que 2 tomes. C'est une saga, La famille de Beers. Voici le tome 1 qui s'appelle Willow. Pareil, édition France Loisirs. Nous sommes ici à 451 pages. Et là, on parle un petit peu de Virginia Andrews. Donc l'œuvre de Virginia Andrews s'est vendue à plus de 24 millions d'exemplaires à travers le monde, traduit dans de nombreuses langues. Avant de mourir, elle avait composé plusieurs synopsis pour ses futures sagas. Sa famille s'inspirait de l'extraordinaire créativité de la romancière et travaillant en étroite collaboration avec un écrivain de talent, a lancé de nouveaux cycles Virginia C. Andrews, donnant aussi au lecteur le plaisir de lire à nouveau Virginia même après sa mort. C'est comme avec Lucinda Riley, même après sa mort, il y a encore des livres qui sortent, donc je pense qu'il y en a encore pas mal en réserve. Voilà, et ceux-là, ils sont tous jaunes. Pareil, c'est France Loisirs. Alors, la quatrième. Étrange couple que les deux Beers, famille adoptive de Willow. Un père distant qui semble ne pas oser l'aimer. Une mère hautaine et dure qui se complaît à l'humilier. Mais pourquoi ont-ils recueilli? À la mort de son père, Willow comprend enfin. Et ce qu'elle découvre alors est à la fois si beau et si terrible qu'elle va tout quitter pour remonter la piste qui s'ouvre devant elle. Du jour au lendemain, elle se trouve projetée dans l'univers étincelant, artificiel et malgré tout fascinant de Palm Beach. Elle est venue chercher la mère dont elle n'a jamais rien su, la femme que son père a aimée dans le plus profond secret. Mais les secrets recèlent un pouvoir inconnu. Voilà. En fait, c'est ça qui me plaît chez elle, c'est parce que j'adore les secrets de famille. Et là, c'est le tome 2, La forêt des maléfices. Il est un petit peu plus épais celui-là. Il fait plus de... Ah non, pas loin de 105 pages aussi, hein, pas très loin. Et là, on a encore un petit peu de Virginia Cleo Andrews, en fait. C'est Virginia C. Andrews, c'est Virginia Cleo Andrews. Est née en 1923 à Portsmouth, en Virginie. Adolescente, elle est victime d'un tragique accident qui la cloue dans un fauteuil roulant pour le restant de ses jours. À partir de 1972, elle se lance dans l'écriture et en 1979, Fleur captive est nommée meilleure vente de l'année. Le succès ne tarira plus jusqu'à sa mort en 1986 à l'âge de 62 ans. Au final, elle n'a pas écrit beaucoup. Hein. Elle a écrit seulement pendant 14 ans. Enfin, seulement, j'entends bien que seulement c'est déjà 14 ans, c'est déjà beaucoup. Mais elle a commencé tard à écrire.
C'est-à-dire, en 72, elle avait déjà 49 ans. Donc, en venant, il n'est jamais trop tard, hein. J'en ai 41 ans. Je ne serai pas Virginia Cléo Andrus, mais je pourrais peut-être me lancer un jour, qui sait. En venant s'installer à Palm Beach, Willow commence une nouvelle vie. Elle a retrouvé sa mère et son demi-frère, Linden, jeune artiste dont les œuvres trahissent d'étranges obsessions. Elle a fait vœu de l'en guérir. Elle tombe bientôt amoureuse et se marie avec Thatcher, qui la trahira. Pourtant, le plus grand danger va venir de celui qu'elle tient à aider, Linden, que son adoration pour elle va faire glisser dans la folie. Mais Willow a un allié, le souvenir de son père, dont la sagesse devient pour elle une voix intérieure, une voix silencieuse et tendre qui la guidera jusqu'au bout. Voilà. Écoutez, ça donne envie tout ça, hein, mais en fait, derrière tous ces secrets de famille, on sent qu'il y a une douleur qui se cache. Bah, c'est peut-être le fait qu'elle était dans un fauteuil roulant, j'en sais rien. On ressent quand même quelque chose d'assez douloureux et quelque chose d'assez enfermé, clos. C'est par moment, par exemple, les fleurs captives, c'était un huis clos. Ils étaient tout le temps dans la maison, enfermés, les enfants. Donc, est-ce que c'est pas le fait d'être dans un fauteuil roulant qui l'a cloué, en fait, enfin, le destin qui l'a cloué à ce fauteuil, est-ce que c'est pas ça qui le fait écrire des livres de sorte je ne sais pas, possible. Ensuite, on va commencer avec un autre gros carton et donc on va commencer avec la saga. Elle s'appelle celle-ci, j'en ai aucune idée. Je crois que c'est Haven, il me semble. Parce que je vous ai déjà parlé de celle-ci. Il me semble, Aurore, je vous en ai parlé. Mais je ne suis pas sûre. Je comprends pas. Qu'est-ce qui va avec quoi là? Parce que j'ai essayé de trier au final. Ça va avec ça. Mais ça, non. Donc ça, on verra après. Ah oui, ça va avec ça, je pense. Alors ça... Ah, mais c'est ça que j'ai acheté, c'est ça, ce qui me manquait. Bon, je vais vous parler de la famille Haven, comme ça vient. Donc le premier tome, c'est Les enfants des collines, que je vous ai déjà présenté. Quand on était à la brocante, je l'ai acheté. Ensuite, il y a L'ange de la nuit. C'est celui-ci que j'ai dans les mains. Donc c'est le tome 2. Ah, c'est écrit en tout petit par contre, hein. C'est vraiment pas très agréable. Là, on est aux éditions Gelou. Et là, j'ai pas pu avoir tout dans le même style. J'ai cherché. Au bout d'un moment, j'en avais marre, en fait. J'aurais peut-être pu trouver, mais bon. 401 pages. Je vous lis donc deuxième tome. Le premier, je vous ai pas lu. Ou alors, je vous ai lu, mais peut-être dans une autre vidéo, je ne sais pas. Donc, Haven, désormais âgée de 18 ans, est reçue à Fattingall Manor, la somptueuse demeure où vécut sa véritable mère. Elle découvre par la même occasion un monde aux antipodes de l'univers sordide de son enfance. Ses hôtes lui permettent d'y séjourner, à condition de renoncer à son désir le plus cher, renouer des liens avec sa famille. Parvenant difficilement à s'habituer à sa nouvelle vie, elle fait la connaissance de Troy, ou de Troy, qu'elle voit en cachette et qui lui promet de l'aider à retrouver ses proches. Devenus amants, ils décident de se marier. Alors que le bonheur semble enfin promis, la malédiction va s'acharner. Haven apprendra que l'homme qu'elle aime n'est autre que son oncle. Je vous ai dit que c'était assez tordu, les secrets de famille. Et un peu pervers quand même beaucoup. Donc ça c'était le tome 2. Ensuite nous avons le tome 3 et c'est quoi? Et le tome 3, c'est Cœur maudit. Vous voyez, ils sont pas pareils. C'est pas grave. Ça, c'est aussi Gelou, mais c'est pas dans le même style, vous voyez. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, le tome 3, ici, nous avons même pas 400 pages. Après une enfance sinistre et une adolescence tourmentée, Haven trouve enfin le bonheur et elle épouse Logan, son ami de toujours. Donc après, on a la famille Logan. Oh là là, mais tout est lié, mais c'est fou ça. Mais tout est lié. Oh, quel travail de malade. Hélas, ultime rejet d'une lignée qui porte en elle sa malédiction. Haven trébuche à son tour, à moins que le reflet du mal n'exerce une fascination telle qu'on ne puisse y échapper. Sinon, pourquoi Logan se laisserait-il séduire par Fanny, la sœur de Haven, créature jalouse et perverse? Pourquoi Haven succomberait-elle à la tentation d'un amour doublement interdit? Et si sa passion pour Troy trouve ici sa consécration, elle n'est que le prélude au plus trouble mystère.
Avec l'affrontement des deux sœurs, la haine familiale connaît un paroxysme. Au-delà, un parfum d'inceste condamne déjà les innocents qui vont naître. Ça rejoint mon avis que je vous ai donné précédemment. Donc les cœurs maudits. Ensuite, on a un visage du paradis, c'est le tome 4. Donc c'est celui-ci. Ici, nous sommes à un peu plus de 400 pages. Annie l'a trouvé, son double, ce garçon aux yeux saphirs. Depuis toujours, elle l'aime, enfant déjà et rêvé. Un jour, ils iraient reconquérir Fattingale Manor. Ils y seraient heureux. Heureux ou maudits? Les deux enfants ont grandi. Annie, fille de Heaven, et Logan, Luke, fils de Fanny et Logan. Ils ont le même père. Pourquoi faut-il retomber sur eux les fautes des parents? Luke ira à l'université, Annie en Europe. Loin l'un de l'autre, ils tâcheront de vivre. Mais le destin n'aime pas qu'on décide à sa place. Une route glissante, un virage. Annie se réveille à l'hôpital. À son chevet, Tony Tatterton, le maître de Fattingale Manor. Ce manoir que sa mère avait fui, Annie va enfin le connaître. Mais le rêve bientôt se transforme en cauchemar. Ouais. Et enfin, le tout dernier, donc bon, c'est pas grave, hein, je vous lis, ça fait spoil, mais je vais pas me retenir tout ça le temps que je lise chacune de ces sagas. Hein, donc le tout dernier, c'est le labyrinthe des songes. Nous sommes ici à pas loin de 105 pages. Après la mort de Tony Tatterton, Annie retrouve le journal intime de Leigh, sa grand-mère. Leigh n'a que 13 ans quand sa mère, la ravissante Gillian, divorce pour épouser le richissime Tony, de 15 ans son cadet. Tous deux s'installent à Fattingale Manor, royaume enchanté aux prisons dorées. Gillian, uniquement préoccupée par sa beauté, déçoit vite son époux, le maître tout-puissant auquel rien ni personne n'a jamais résisté. Livrée par sa propre mère, au caprice de cet homme cynique, Leigh va, la première, s'aventurer dans le labyrinthe où tant d'autres se perdront après elle. Meurtrie, humiliée, et relève pourtant la tête et mènera, seule, son combat pour le bonheur, un combat désespéré, que la conduite dans l'université sordide des Willis. Ça me laisse sans voix, je vous dis pas. Donc, si c'est Logan, ah bah voilà, Logan, il est là. Ça c'est Logan. Nous avons ici 5 tomes pareils comme dans la précédente saga. Et ici donc nous avons Mélodie et le premier tome. On est à peu près à 350 pages. À 15 ans, la candide Mélodie, qui croyait aux anges, voit soudain le ciel s'écrouler sur sa tête. Son père meurt brutalement dans un accident de la mine. Sa mère, sans même l'avertir, l'abandonne dans une famille où elle se sent étrangère. Elle n'est plus que la fille de Ellie, héritière du passé inconnu de sa mère, énigmatique et lourd d'équivoques. Même son cousin Carrie, muré dans son chagrin depuis la mort de Laura, sa jumelle, accueille Mélodie en intruse. Dans ce climat hostile et oppressant, elle doit gagner sa place et mener son combat pour la vérité. Chester Logan, qu'elle a tant chéri, n'était pas son vrai père. Mélodie vit entre la révolte et le désespoir. L'amour de Carrie l'aidera-t-il à percer le secret familial? Tome 2, Le chant du cœur. Il est un petit peu plus épais celui-là. On n'est pas loin de 400 pages ici. J'ai trop soif, j'ai envie de boire mon thé. Mélodie n'a jamais connu son père et s'est jurée de découvrir son identité. Pour cela, elle doit accéder au secret si bien gardé des Logan, chez qui Ellie, sa mère, l'avait placée avant de disparaître. Mais ces derniers lui font comprendre sans embâge qu'elle est une enfant du péché et qu'ils ne l'ont recueillie que par pure charité, tout comme ils avaient adopté sa mère. Kenneth, le grand artiste qui n'est pas tout à fait étranger aux deux familles, détiendrait-il la clé de certains de ses secrets? À cette simple idée, Mélodie accepte de travailler pour lui et faisant fi des nombreux obstacles qu'elle rencontre chez les Logan, elle poursuit inlassablement sa quête. Mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Le souvenir de sa mère, qu'elle croyait éteint, menace de se raviver. Symphonie inachevée. On va crescendo. C'est encore un petit peu plus que 400 pages. En partant pour Los Angeles, Mélodie n'a qu'une chance bien mince de retrouver Ellie, sa mère, qu'elle a longtemps cru morte. Mais son courage lui fait franchir nombre de limites. Malheureusement, leurs retrouvailles ont un goût amer. Ellie, feignant de ne pas reconnaître sa propre fille,
pourtant prête à tout pour lui venir en aide? Est-ce l'emprise néfaste de Richard Marlin, son amant qui occulte en Élie tout instinct maternel? Pourquoi ne protège-t-elle pas sa fille quand il tente de la détourner du droit chemin? Profondément meurtrie, Mélodie rentre à Cap Cod où Carrie, son grand amour, l'attend. Au moins a-t-elle obtenu de sa mère de connaître un secret qu'elle croyait à tout jamais scellé et qui peut-être lui permettra de conquérir ce qu'elle désire par-dessus tout, la liberté de disposer d'elle-même. Je pense qu'en fait, je suis même sûre, je vais pas les garder, je vais les lire. Après, je vais les mettre en vente sur ma chaîne, sur ma page Vinted et sur ma page Le Bon Coin. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un tour. Je ne sais plus si je vous ai laissé les liens, mais en tout cas sur Vinted, vous allez me trouver sous le nom Claire Victoire au pluriel. Claire, normal, c'est tout attaché, hein, Claire et Victoire au pluriel en fait. Et sur Le Bon Coin, vous allez me trouver sous le nom Lika, il me semble Lycka. Voilà, tout simplement, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez y faire un tour, vous y trouverez pas mal de bouquins que je revends. Petite musique de nuit, tome 4. Donc ici, nous avons 412 pages. Pour Laura et Carrie, les jumeaux Logan, la vie commence comme un conte de fées, inséparables, unis par un lien quasi magique et vivent une enfance merveilleuse. Mais de lourds secrets pèsent sur la famille. Régentée par la despotique grand'ma Olivia, durant son adolescence, Laura découvre les rumeurs qui courent à leur sujet. On reproche aux jumeaux leur affection mutuelle excessive. Et lorsque la jeune fille tombe amoureuse de Robert Royce, la redoutable vieille dame implacable gardienne de l'honneur familial ne peut s'empêcher d'intervenir. Mais Laura se rebiffe, attirant sur elle et son amant les foudres de grand'ma. Pour avoir osé la défier, Laura paiera cher sa révolte et subira la plus atroce des vengeances. On a encore, pas seulement les secrets de famille, mais on a aussi plusieurs générations ici. Et enfin, le tout dernier de cette saga, Olivia. Donc ici, nous avons, pareil, pas loin de un an, un peu plus, encore plus. On est à 441 pages. Aînée de la famille Logan, Olivia est une jeune fille froide et déterminée, dévorée d'ambition. Héritière de l'entreprise familiale, elle est très soucieuse de la respectabilité et de l'avenir de la famille. Son père, homme d'affaires avisé, a bâti une fortune colossale. Il fait pourtant preuve d'une indulgence coupable envers Belinda, la cadette. Olivia s'avoue jalouse de la jeune fille, ravissante et provocante, qui séduit tous les hommes qui l'approchent et qui mène son père par le bout du nez. Pourtant, une nuit où Olivia est réveillée par une longue plainte suivie d'un cri va bouleverser à jamais les rapports entre les membres de la famille. Le souvenir de cette nuit maudite hantera longtemps la mémoire d'Olivia et jettera des générations de Logan sur un chemin de mensonges et de trahison. Franchement, c'est choquant par moments quand je lis tous ces résumés. Je me dis, au final, c'est le même histoire dans le sens, c'est ça. Il y a la perversité, il y a l'inceste, il y a, c'est tordu quoi. Et puis il y a le huis clos à chaque fois. Donc c'est vraiment pas mal de douleurs, beaucoup de secrets et beaucoup de sang mêlé, on va dire, et beaucoup de mélanges, et beaucoup de générations différentes, comme les petits-enfants, les mères, les pères, et puis les grands-parents, en fait. Voilà, donc je vous laisse faire une petite pause. On reprendra tout à l'heure pour terminer avec... j'ai encore 3 autres sagas ici à vous présenter. Moi, je prends un petit thé et je poursuis notre aventure de Victoria Cleo Andrews. À toutes. Bon, j'ai pris mon petit thé, j'ai fait la petite pause. J'ai toujours aussi chaud, je suis fatiguée en fait. Et donc je continue de vous parler. En fait, ça, c'est une petite partie d'une des sagas qui, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, la famille Landry. Je ne l'ai pas du tout, je crois. Non, celle-ci, je ne l'ai pas encore. J'ai que Ruby en plusieurs exemplaires. Et celle-ci. Ruby, c'est le numéro 1. Et là... vous avez donc en fait Ruby, ensuite vous avez Perle, puis d'or et de lumière, donc c'est ça, d'or et de lumière. Puis tel un joyau caché et d'or et de cendre. Donc là c'est pas terminé encore, il va falloir que j'en rachète d'autres. Mais déjà j'ai la première et le troisième, le premier et le troisième tome, donc il faut absolument que je trouve Perle. Enfin, je m'en occuperai lorsque je terminerai les autres sagas. Hein. Donc ici, nous sommes à 378 pages d'or et de lumière. Ruby est retournée vivre dans le bayou
avec son bébé, Perle, la fille de Chris, l'homme qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Chris, lui, est parti en France et ne donne plus aucun signe de vie. Ruby se retrouve donc bien seule pour élever sa petite fille et les attentions de Paul Tate, toujours amoureux fou, se font de plus en plus pressantes. Il sait qu'elle ne l'a jamais vraiment aimée et lui propose un contrat singulier, un mariage blanc, avec la promesse de la laisser partir si elle tombait amoureuse d'un autre homme. Déprimée, harcelée, Ruby accepte et s'installe dans la propriété somptueuse de Paul. A-t-elle enfin retrouvé une certaine forme de bonheur? Tout bascule quand Gisèle, sa sœur jumelle, lui annonce son mariage avec Chris. Et ça continue. Voilà, c'est le seul que j'ai, c'est Ruby, donc celui-ci, j'ai rien d'autre. Ensuite, c'est une autre saga, donc là, on est déjà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai déjà 8 sagas à ma possession. J'ai déjà lu une que j'ai déjà revendue. Parce que oui, c'est bien de le lire une fois, mais je le lirai pas plusieurs fois, surtout sachant ses secrets assez tordus. Et donc voilà, vous imaginez, déjà 9, il y en a encore quelques-unes qui me manquent. Donc ensuite, on a Aurore, et puis Aurore au format broché, mais je pense, il me semble que j'ai Aurore au format poche. Je n'arrive pas à le retrouver. Mais il faut que je range mon bordel parce que dans mon bureau, c'est un cauchemar, on peut plus passer du tout. Donc voilà, je vais vous lire la 4e de celui-ci. Peut-être il se trouve quand je vais faire des montages des vidéos, je verrai que je l'ai déjà. Nous sommes ici à un peu plus de 400 pages. La vie n'est pas tendre pour Aurore Longchamp et son frère Jimmy. Devront-ils toujours lutter contre la misère? Voir leur mère s'user à la tâche? Et pourquoi leurs parents déménagent-ils sans cesse? Pourquoi cette éternelle fuite de taudis en taudis? Mais un jour, la chance semble leur sourire. Ormand Longchamp vient de décrocher un poste d'intendant dans un collège prestigieux. Aurore va enfin pouvoir réaliser son rêve, apprendre le chant, cultiver cette voix d'or qu'elle a reçue en héritage. Éblouie, elle découvre un univers doré, elle côtoie les enfants de grandes familles du Sud, parmi eux Philippe Cutler, le plus beau garçon de la classe, dont toutes les filles sont folles. Et c'est elle qu'il remarque. 15 ans, l'âge des amours naissantes, des rêves romantiques. Aurore est heureuse, l'avenir lui appartient. Un avenir qui bascule quand la police vient arrêter son père. Brutalement séparée des siens, humiliée, trompée, Aurore paiera pour les péchés que d'autres ont commis. Désormais, elle connaît le terrible secret qui a pesé sur toute son enfance, un drame qui la poursuivra toute sa vie. Ça me parle pas le résumé en tout cas. Le tome 2, ça va être ça. Ah, qu'est-ce que ça va être? Ah si, c'est ça. Je les ai rangés dans l'ordre. Le tome 2, on a les secrets de l'aube. Ici, nous sommes à pas loin de 450 pages. Et vous voyez, à chaque fois, on a toutes les générations des familles là sur la couverture. New York enfin. Oubliez l'horrible grand-mère, Cutler et ses brimades. Aurore va pouvoir réaliser son rêve, étudier le chant. Au conservatoire, ses professeurs l'apprécient, elle a une amie. Une vie nouvelle et passionnante commence. Hélas, le cauchemar qu'elle croyait avoir laissé derrière elle ressurgit et il lui faudra revivre les erreurs des uns et les chagrins des autres. Un chemin de croix qu'elle accomplira seule, séquestrée dans une ancienne plantation sudiste, livrée au sadisme d'une vieille fille obsédée par le mal. Mon Dieu, c'est encore pire que les autres. Aurore, si douce et si meurtrie, aura-t-elle la force d'exorciser le passé? Quand s'achèvera le cauchemar? Les démons de la nuit céderont-ils la place aux rassurantes lueurs de l'aube? L'enfant du crépuscule. Ici, on voit un petit enfant là qui se rajoute. Nous sommes ici à pas loin de 500 pages. Tu te crois capable de remplacer grand-mère, toi? Tu vas être la risée du pays. Si grand-mère vivait encore, elle en creverait de rire. Ces paroles acerbes prononcées par Clara, sa demi-sœur, obsèdent Aurore comme un défi lancé par l'aïeule en personne, lourd de sarcasme et de mépris. Pourtant, après tant de mensonges, de trahisons et de souffrances, la chance semble enfin sourire à l'Aurore. Héritière de la fortune familiale, elle règne désormais sur Cutler's Cove. À ses côtés, Jimmy, le compagnon d'autrefois qu'elle n'a cessé d'aimer. Bientôt, elle va serrer dans ses bras sa petite fille, Christy, l'enfant qu'on lui a volé. Elle devrait savoir. Mais le bonheur, elle devrait le savoir et parer à l'arc-en-ciel. Il ne vient qu'après l'orage, et l'orage se préparer. Je trouve que cette saga-là, elle est un petit peu plus différente que les autres, un peu plus tordue.
Les démons de la nuit. Là, on dirait que c'est une autre famille déjà. Enfin, une autre génération. 426 pages. Christy est une adolescente heureuse. Sa mère, Aurore, l'adore. Son père adoptif est merveilleux et Jefferson un amour de petit frère. Mais parfois, une sourde inquiétude l'envahit. Quelle est donc cette malédiction qui frappe sa famille? Pourquoi tous ces mystères sur son passé? Elle a le sombre pressentiment qu'une chose terrible la guette. Une bête immonde qui attend l'heure de s'abattre. Tôt, ce matin-là, Christy se réveille. Elle ne peut plus dormir. Aujourd'hui, elle a 16 ans, l'âge des amours naissantes, des rêves romantiques. Ce sera le plus beau jour de sa vie. Elle voudrait que le soleil brille, que l'océan scintille, mais d'épais nuages s'amoncellent à l'horizon. Était-ce un mauvais présage? Et enfin, le tome 5, Avant l'aurore, les têtes de certains, 400 pages, très hautaine, hein. Petite fille, Liliane a l'impression de vivre comme les princes et les princesses, les rois et les reines des contes de fées que lui raconte sa maman. Mais Émilie, l'aînée, n'aime pas les belles histoires. Elle l'accuse, la Bible à la main, d'être maudite. Bientôt, les sombres prédictions se confirment. La maladie a raison de la douce Eugénie, sa jeune sœur, et la folie s'empare de leur mère. Son père, lui, inflige de terribles épreuves. Puis, comme une Cendrillon qui n'aurait pas eu de prince, pour l'emporter dans une vie merveilleuse avec une pantoufle de verre, elle a droit en guise de prince charmant à un homme d'affaires qui la gagne aux cartes. Telle semble être sa destinée. Et rien ne changera tant que Liliane ne sera pas capable de se battre contre les hommes, contre le sort. Et bah, voilà. L'aurore, elle est particulièrement perturbante, cette saga. Ensuite, nous avons ici d'autres sagas, et une que j'ai déjà entamée, La famille Hudson. Plus une deuxième saga ici, ça venait de la même personne. Ici, nous avons 4 tomes. Et donc, on va commencer par le premier qui est Rain, la pluie. Nous ne sommes pas loin de 400 pages. À chaque fois, c'est à peu près le même nombre de pages, hein, sauf la toute dernière saga que je vais vous présenter. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pages par rapport à toutes celles-là. Parce qu'elle est née et a grandi dans le ghetto noir de Washington, la jeune reine Arnold sait son avenir obstrué. Généreuse, idéaliste, courageuse, elle ne se laisse pourtant pas abattre. Mais elle a l'impression d'être étrangère à son propre monde et ne se sent jamais complètement à l'aise parmi les siens. Un soir, elle apprend un secret très lourd de conséquences, le regard qu'elle portait sur tout et sur tous est soudain métamorphosé, tout ce qu'elle a connu s'effondre. Reine est alors conduite chez de complets inconnus, la riche famille Hudson. Mais une fois encore, elle se sent totalement déracinée. Son courage et sa détermination indéfectible seront-ils la guider vers ce havre tant désiré? Un endroit qu'elle puisse enfin appeler son véritable foyer? Ensuite, nous avons Au cœur de l'orage. Donc, à mon avis, ça va être toujours cette fille reine qu'on va voir dans ces bouquins. Ça va être son destin, tout court. On n'est pas loin de 400 pages. Arrachée à la famille pauvre, mais aimante et chaleureuse, qu'elle croyait être la sienne, Reine Arnold vit désormais chez des gens riches, où elle se sent désespérément étrangère et seule. Sa seule passion, le théâtre, pourrait bien devenir son unique planche de salut dans cette nouvelle vie. D'où cet habit théâtral. Inscrite dans une prestigieuse école d'art dramatique, Reine est envoyée à Londres chez sa grand-mère Leonora, épouse du très distingué Richard Enfeld. Leur austère demeure semble abriter de bien mystérieux et anciens secrets. Comme ses pas et le rire aigu d'une petite fille que Reine croit parfois entendre dans la nuit. Comme ces curieuses lumières qu'elle aperçoit dans des pièces qu'on dit inhabitées. Comme ce domestique étrange, silencieux d'une froideur inquiétante. Sous le vernis glacé de l'opulence et de privilège semble se tapir quelque chose d'innommable. Quelque chose qui pourrait bien transformer les rêves les plus chers de Reine en un cauchemar sans issue. Voilà. Ensuite, on la voit grandir au fur et à mesure sur les couvertures. L'œil du cyclone. Celui-ci, pour l'instant, c'est le plus court. 380 pages, un truc comme ça. À son retour en Virginie, Reine n'est plus l'enfant pauvre entré comme protégée dans la maison Hudson. Ellie est liée chez elle et détient une grande partie de la fortune familiale. À Londres, elle a retrouvé son véritable père. Il ne tient qu'à elle d'aller le rejoindre et de tourner le dos au passé.
Mais elle sait que sa chère grand-mère Hudson ne l'aurait pas voulu, qu'elle doit rester pour défendre ses droits, et que le combat sera sans merci. La famille se ligue contre elle pour contester son héritage. Son demi-frère, Brody, toujours ignorant de leur parenté, lui déclare sa passion. Le refus de Reine va provoquer une tragédie familiale. Et quand un accident vient briser tous ses projets d'avenir, elle y voit la punition du destin. Tombée sous la coupe de l'implacable Victoria, qui la hait, elle n'aura plus qu'un espoir de salut. Austen l'a mis rencontré dans l'épreuve qui lui offre son dévouement et son amour. Celui-ci, je pense qu'il va être un petit peu lent, et un petit peu trop romanesque pour moi. Au-delà de l'arc-en-ciel. C'est vraiment une jeune femme. 380 pages à peu près aussi. Donc le jour doré où sa chère Summer fête ses 16 ans, Reine ne devrait éprouver que joie. Summer est en effet l'enfant dont elle avait toujours rêvé. Belle, douée, généreuse, aimante et douce. Pourtant la vieille hantise de Reine ne l'a jamais réellement quittée. Elle a toujours été convaincue qu'elle portait le malheur à ses proches. Mais toujours tremblée pour ce qu'on aime, n'est-ce pas, tant est le destin? Une nuit va suffire pour que Summer soit dépossédée de son enfance heureuse, comme il en fut autrefois pour sa mère. Tous ses rêves lui sont volés. Le malheur doit-il toujours se répéter? Summer refuse de le croire. Elle refuse de s'apitoyer sur elle-même. Elle réagit, en aidant quelqu'un de plus malheureux qu'elle. Harley, son amie d'enfance, qu'elle aime déjà sans le savoir. Ensemble, ils vont prendre tous les risques, rencontrer plus d'obstacles et de pièges que Reine elle-même n'aurait pu en imaginer. Et c'est quand ils auront perdu tout espoir que le salut viendra, in extremis, donner tout leur sens aux épreuves partagées. Ouais. Ça, c'est pas ma préférée pour l'instant. Enfin, ça me fait un peu ni chaud ni froid parce que c'est un peu comme la vie réelle en fait. Alors, autant les autres, ça fait des choses insensées qui se passent. Bon, ça peut être aussi dans la vraie vie, dans la vie réelle. Autant là, c'est très terre à terre, j'ai l'impression. Et puis là, on a Les Orphelines, 5 tomes. Et c'est aussi fin les livres que les autres que je vais vous présenter également, que je suis en train de lire. Donc ici, nous avons donc 5 orphelines en fait. Et on va commencer par Jeannette. Tous ces livres-là, je pense qu'ils doivent avoir à peu près la même quantité de pages, c'est-à-dire 154, pas loin de 200 pages. On est vraiment à très peu de pages quand même. Quand Céline et Sanford de Doloris se présentent à l'orphelinat et décident d'adopter Jeannette, elle n'ose y croire. Elle, l'adolescente frêle et timide dont personne ne voulait, va vivre dans cette somptueuse villa, aura une immense chambre pour elle seule. Elle croit rêver. Un rêve qui bientôt devient cauchemar. Céline, ancienne danseuse étoile, est désormais clouée dans un fauteuil roulant. Grâce à Jeannette, elle va pouvoir vivre par procuration, concrétiser ses espoirs déçus. Tu seras danseuse étoile, ma fille. Danser, c'est s'envoler dans l'espace tel un papillon. S'enivrer de la musique, des applaudissements, de la gloire. Mais danser, c'est muscler et assouplir un corps rebelle. Le forger, en faire un instrument parfaitement maîtrisé. Au prix d'un entraînement impitoyable et de 1000 souffrances jusqu'à l'épuisement. Jeannette est prête à tous les sacrifices pour se faire aimer de sa nouvelle famille. Mais satisfaire une mère aussi exigeante n'est pas tâche facile. Ensuite, nous avons ici Cristal. Pareil, on est à 156 pages, donc je vais arrêter de vous le dire parce qu'ils vont être tous à peu près dans la même quantité. Cristal a 13 ans. Née de père inconnu, fille d'une malade mentale, elle est pupille de l'État. Avec un tel dossier, elle n'a pas le droit de faire la difficile. Aussi, lorsque Karl et Thelma lui affirment qu'ils vont la rendre heureuse et gommer en un rien de temps toutes les cicatrices laissées par ce passé douloureux, elle accepte de jouer le jeu, même si leur optimisme la laisse sceptique. Leur objectif à tous les trois est simple, former une vraie famille. Discuter, dîner, faire des courses, regarder la télévision, être heureux ensemble. Simple, mais pas si facile quand on n'a pas l'habitude du bonheur. La confiance et l'amour ne se décrètent pas, ils s'inspirent. Tranquillement, jour après jour, avec des ratés, des reculs et des compromis, Karl et Thelma sont pleins de bonne volonté et Cristal si avide de tendresse que leur tentative devrait réussir. Mais le destin s'acharne sur Cristal, comme pour la punir d'une faute qu'elle n'a pas commise. Et oui, ça commence.
Brenda. Pamela et Peter Thompson voulaient adopter une fillette. Élancée, dotée d'un joli teint, cheveux blonds et yeux bleus, tout le portrait de Pamela. Leur objectif, la présenter à des concours de beauté pour qu'elle remporte un jour le titre de Miss America que Pamela a raté de peu, quelques années plus tôt. Une sorte de revanche en somme. Alors ils sont allés dans un orphelinat, comme on va dans un magasin de jouets, et ils ont choisi Brenda. Le physique correspondait à leurs souhaits, le moral, ils se faisaient fort de la façonner, cours de maintien, esthéticienne, leçons de piano, vêtements hors de prix, Pamela s'en donne à cœur joie. Rectifie, maquille, estompe, rembourre. Elle n'avait pas prévu cependant que la jolie petite poupée se rébellerait. Brenda déteste le piano et les fins frelouches. Sa passion, c'est le baseball, sport pour lequel elle est très douée, mais qui ne fait pas partie des critères de sélection pour une reine de beauté. Je commence à perdre mon français. On a Rebecca ensuite. Son père l'a abandonnée à sa naissance. Sa mère, qui a sombré dans l'alcool et la drogue, se retrouve en prison. À 12 ans, Rebecca ne peut vivre seule et est recueillie par son oncle et sa tante. L'oncle Ruben est un homme injuste et violent, qui la traite comme une domestique et n'hésite pas à la frapper. Certes, la tante Clara est une brave femme, mais trop terrorisée par son mari pour prendre la défense de Rebecca. Quant à Jennifer, sa cousine d'un an, son aînée, c'est une vraie peste. Finalement, cette vie de famille est un enfer qui ne vaut guère mieux que l'orphelinat. Le jour où son professeur de gymnastique découvre par hasard les marques qu'elle porte sur le corps, Rebecca ose enfin parler. Le tribunal pour enfants décide alors de la placer dans une maison d'accueil où elle fait la connaissance de Janet, de Crystal et de Brenda, dont la vie jusqu'à présent n'a pas été plus drôle que la sienne. Ça me fait penser à la saga que je suis en train de lire. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et enfin, le tout dernier qui est le plus gros, celui-là, donc on est à pas loin de 350 pages. Et donc là, je pense qu'on va assembler tout ce qui s'est passé, donc en fuite. Donc on a ici toutes ces filles qu'on vient de rencontrer précédemment dans les livres précédents. Une pour toutes et toutes pour une. Telle est la devise de Janet, Crystal, Brenda et Rebecca. Après un parcours difficile et bien de déception, les 4 orphelines se retrouvent dans le même foyer d'accueil et deviennent des amies inséparables. Seule cette solidarité leur permet de supporter les brimades et les humiliations dont elles font l'objet. Mais un jour, la coupe déborde. Une solution, la fuite, traverser les États-Unis. C'est le début d'un incroyable périple semé d'embûches et de surprises en tout genre. Au cours de ce voyage, 4 personnalités vont se révéler, s'affirmer, s'affronter parfois. Mais aucune ne renoncera à ses rêves et jamais elles ne cesseront de s'aimer et de s'entraider. Bon, j'ose espérer que la fin sera bonne, vu le 5e volet, on verra bien. Et enfin, je vais vous parler de tout dernier, enfin pour vous, parce que c'est vraiment très très long. Et pour moi aussi, je vous avoue. Donc je suis en train de lire Les Fleurs Sauvages. Nous sommes ici aussi à 5 livres, dont les 4 premiers sont aussi à peu près à 150 pages, et le tout dernier il fait, je pense aussi 350, un truc comme ça. Donc là, je suis en train de lire Misty. Ici, c'est ce que je vous ai dit, c'est à peu près pareil. Donc là, il y a ces 4 filles qui se rencontrent chez une psychologue, et elles vont raconter chacune à son tour la vie qu'elles mènent. On commence par Misty qui va parler beaucoup de ses parents, du fait que sa mère n'a pas voulu avoir 2e enfant, du fait que le père a commencé à accuser sa mère, qu'elle était frigide, c'est ça, frigide? Enfin, qu'elle voulait pas d'enfant, qu'il avait découvert qu'elle prenait la pilule. Enfin, il lui a trouvé beaucoup d'excuses qu'elle lui faisait pour ne pas avoir un 2e, alors qu'il le voulait. Mais bon, voilà, je vous raconte ce qui se passe dedans. Ensuite, il a commencé à avoir des violences envers sa mère, mais des violences plutôt verbales que physiques. Des énervements qui lui venaient comme ça et qu'elle ne supportait plus, et donc du coup ils ont divorcé. Et tout ça, ça se répercute sur la fille, bien évidemment. Et dès qu'il faut de l'argent, à chaque fois, elle dit, elle en a besoin. À chaque fois, elle dit comme ça à son père, qui lui doit aider la fille, ce qui est tout à fait normal. Mais sauf que c'est pas que pour la fille, en fait, c'est aussi pour les caprices de la mère. Donc du coup, la fille Misty, elle est
aussi belle que sa mère, mais grosso modo, elle supporte pas le comportement de sa mère, comment elle se comporte, comment elle dit qu'on est comme deux sœurs, etc. Comment elle s'en mêle un petit peu de sa vie, et ça l'énerve. Bon, il faut pas oublier que c'est une adolescente et c'est tout à fait normal que tout l'énerve. Mais après, je peux comprendre aussi la fille, puisque le comportement de ses parents ne lui plaît pas du tout, et à la limite, ça la dérange. Donc voilà. Donc elle va raconter toute sa vie à sa psy avec une touche d'humour. Je vous en parlerai un petit peu plus en profondeur lorsque j'aurai terminé cette saga et je vous ferai un point de lecture concernant toute la saga et je vous citerai quelques extraits de livres qui m'ont plu, les petites citations assez rigolotes qui étaient dans ce bouquin. On va pas parler que des choses lourdes psychologiquement, mais aussi un peu de détente, ça fait du bien. Donc sur ce, je vais continuer de vous lire les 4e de couverture et puis on arrête la vidéo. Donc les fleurs sauvages, Misty. Misty ne demande pas le ciel, juste ce qu'une adolescente de 16 ans est en droit d'attendre. Une vie normale avec une famille normale. Mais écartée et impuissante, elle assiste à la guerre sans répit que se livrent quotidiennement ses parents. Des disputes en silence insoutenables, de mensonges mesquins, viles trahisons. Le couple se déchire, et comme tant d'autres, finit par se séparer. Désormais, chacun se sert d'elle pour se venger de l'autre. Oh, bien sûr, individuellement, il l'aime sans doute beaucoup. Mais il est trop tard, car au fond de son cœur, Misty garde un terrible secret. Elle les hait. Star, Jade et Katie sont 3 filles dont elle ignore tout, mais en partageant avec elle les rires et les larmes, tous ces drames et toutes ces déceptions qui ont jalonné son histoire, Misty va bientôt découvrir que, contrairement à ce qu'elle croit, elle est loin d'être la seule dans ce cas. Donc 2e tome, c'est Star. Et aussi, ce qui est marrant, c'était leur rencontre, quand elles se sont rencontrées, comment elles faisaient connaissance et se regardaient et tout ça. Il neigera en enfer, avant que je ne pardonne à mes parents ce qu'ils m'ont fait. Comme Jade, Misty et Katie, qui participent aussi à la thérapie de groupe initiée par le Dr Marlowe, Star cache ses souffrances sous la cuirasse qu'elle s'est forgée. Mais elle sait ce qui lui ronge le cœur, la haine. Bien qu'elle ait encore son père et sa mère, elle se sent orpheline. Pour elle, ses parents sont morts. Après Misty, c'est à son tour de dévoiler ses secrets. Mais au seuil de cette épreuve, Star hésite. À quoi bon raconter sa vie à ces 3 filles de riches? Que pourront-elles y comprendre? De toute façon, elles qui sont nées avec une cuillère en argent dans la bouche, et pourquoi réveiller les démons endormis? Car Star sait, comme tous ceux qui l'ont vécu, qu'on ne peut raconter l'horreur sans la revivre. Voilà, je sais plus du tout parler en fait. Je vais arrêter parce que ça va s'arrêter au plein milieu. Voilà, et je finis, et puis c'est fini. 1 heure de vidéo, c'est long. Ensuite, on a Jade ici. Jade parce qu'elle a les yeux verts, enfin voilà. Et une fois de plus, je m'aventurais hors de ma bulle protectrice pour pénétrer dans un monde où la pluie était glacée, le soleil ardent, où le mensonge poussait comme un dieu chiandin. Jade a écouté Misty et Star raconter leur vie. Elle s'est parfois offusquée de ce qu'elle entendait et même insurgée devant tant d'injustice. Elle a questionné, réagi, conseillé. Seulement voilà, maintenant c'est à son tour de parler. Comment pourra-t-elle s'épancher devant ses filles? Les larmes sont plus intimes que les sourires. Toutes ces confidences auxquelles elles se sont laissées aller. Dans le cadre de cette ridicule thérapie de groupe, prouvent assez combien leur monde et leurs problèmes diffèrent des siens. Elles ignorent tout du calvaire qu'elle endure derrière les murs de cette somptueuse villa de Beverly Hills. Qui peut imaginer que l'on puisse vivre l'enfer au paradis? Kat, donc Katie, elles m'avaient confié leurs plus intimes secrets, et je les avais écoutés. Je savais qu'elles estimaient à juste titre être en droit de connaître les miens. Mais pour l'heure, je n'étais pas sûre de pouvoir trouver, à moi, assez de courage pour leur dévoiler. C'est la plus sage, je crois, Katie. Misty, Star, Jade, elles s'étaient toutes confiées avec la plus profonde sincérité jusqu'aux larmes. Et maintenant, elles attendaient de Kat la même franchise, la même honnêteté. Mais étaient-elles bien sûres de savoir à ce à quoi elles s'exposaient? Elles se demandaient si elle aurait le courage de tout leur confesser et elle-même de tout entendre. Pourraient-elles supporter cette vérité qu'elles exigeaient?
Cathy était de toutes celles qui avaient vécu l'histoire la plus douloureuse. La leur racontée. N'est-ce pas condamnée, elle aussi, à une éternité de cauchemar? Et enfin, le tout dernier, et on s'arrête. Mais où est donc passée mon enfance? On dirait que je suis née un beau matin et que je me réveille aujourd'hui. Cathy Carson, 17 ans, entre les deux flous. Et donc là, c'est au fond du jardin. Nous sommes ici à un petit peu plus de 400 pages. Et je pense que je ne vais pas vous lire la 4e de ce dernier volet parce que sinon je me spoil tout parce que je suis en train de lire cette saga. Donc celui-ci, je laisse en suspense et vous découvrirez la suite une fois que j'aurai terminé la saga. Je vous en parlerai. Voilà, sur ce, je vais me faire un petit bon bain. Je vais me détendre, je suis très fatiguée, j'ai mal à la tête et je suis épuisée. Voilà, en plus il commence à faire nuit le temps que je termine cette vidéo. Sur ce, écoutez, j'espère que vous avez apprécié quand même cette vidéo, même si elle était extrêmement longue. Dites-moi si vous appréciez Virginia Cléo Andrus. Est-ce que vous avez lu déjà quelque chose d'elle? Si oui, quelle saga vous avez lu, ou bien quel roman qui est indépendant d'une saga? Ou quelle saga pourrait vous tenter, par exemple, de lire? Voilà, et puis on pourrait peut-être lire ensemble, hein, qui sait. J'ai jamais fait de lecture commune, mais on pourra essayer. Ça me dérange pas, et on pourra en discuter aussi, par exemple, sur mon groupe Facebook, je sais plus comment il s'appelle. Vous devez avoir le lien en barre d'infos, linguistique, quelque chose comme ça. Je sais plus. Un barre d'infos, ou alors sur mon Instagram qui s'appelle pareil que ma chaîne Parle Now. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Ciao!